African Wildlife Foundation et l'Institut congolais pour la conservation de la nature ont organisé une nouvelle série de formations sur le renforcement d'application de la loi en améliorant l'identification des espèces et spécimens sauvages avec les agents de la douane, Office congolais des contrôles et autres agents de contrôle qui travaillent à l'aéroport d'Indjili et les ports de Matadi du lundi 6 au vendredi 10 mars 2023 à l'hôtel Bellevue de Kinshasa. À l'ouverture, Antoine Tabou, directeur pays AVF, a prononcé le mot de circonstance. On a compris que les Africains doivent parler eux-mêmes de la faune, eux-mêmes être les premiers citoyens à produire leur faune. Et pour cela, nous sommes là comme des gens qui comprenons les dangers qui guettent l'humanité avec l'érosion de la faune et nous disons attention, il y a la criminalité faunique, il y a ceci, nous devons travailler tous ensemble. Le deuxième objectif, c'est que en voulant conserver, il faut voir l'économie de la faune. Les services écosystémiques, qu'est-ce que les gens gagnent économiquement en faisant la conservation? Vous protégez une aire protégée. Est-ce qu'il faut plus investir sur le bonobo que d'investir sur l'homme? Et c'est là que nous avons changé le paradigme pour dire autant mieux investir sur l'homme. Si cet homme-là reçoit des avantages de la conservation, il va se dire que tu reçois ça parce qu'il y a ton bonobo que nous voulons protéger. Voilà comment nous avons essayé de changer. Et le troisième objectif, c'est ce qui nous amène avec l'ICCN à faire la conservation in situ pour lutter contre la criminalité faunique qui est la principale cause de l'érosion de la faune avec le commerce international de la faune. Voilà pourquoi vous êtes là, voilà pourquoi nous sommes là et nous travaillons sur base d'un certain nombre d'indicateurs. Même si l'équipe criminalité faunique de WWF dit que de par le Congo, on a eu à former 15 cohortes qui représentent 100 personnes, 200 personnes qui sont sensibilisées sur la criminalité faunique, c'est un bon indicateur, ça ne veut rien dire. Tant qu'on n'arrive pas à infléchir les taux de criminalité. Et nous voudrions bien, voilà que vous êtes là, au poste de contrôle, au poste frontalier, que sur le plan international, que jamais on puisse dire, voilà, on a attrapé au Bangladesh de telles espèces qui proviendraient de la RDC. Et provenir de la RDC, cela veut dire par nos postes frontaliers. Voilà pourquoi on a ciblé Matadi et l'aéroport de Djibouti principalement pour cette première cohorte. On se sentira tous gênés, l'équipe ANLAWF et vous qui recevez la formation, si les écailles de pangolins qu'on a attrapés au Pakistan seraient provenus de la RDC à partir de l'aéroport d'Indjili. Voilà pourquoi nous devons faire un effort. On dit le nombre de personnes formées, mais aussi on va dire le nombre de personnes, des cas saisis, transférés en justice, jugés et condamnés, qui va au finish infléchir le nombre de cas de criminalité faunique qui sortiraient de la RDC. Voilà pourquoi je vous dis, pour terminer, que nous entendons de vous, non seulement de l'assiduité à la formation, mais surtout à une bonne application de la loi pour que plus jamais on puisse citer la RDC comme le pays au top de la liste des pays où il y a la criminalité faunique. Je vous remercie. Plusieurs intervenants ont exposé les différentes matières programmées pour outiller ces agents de l'État commis dans les frontières. Il y a aussi le manque de sensibilisation. La sensibilisation aujourd'hui, c'est un problème. Les lois sont promulguées. Vous allez voir qu'ici à Kinshasa, un juge ou un magistrat qui a son bureau à, je pense, 900 mètres du journal officiel qui est juste à côté du rond-point Forescom, n'ont pas connaissance des lois qui sont votées en RDC. Et vous allez vous attendre à ce qu'un juge des Bouta ait la connaissance de ces lois. Donc c'est un problème. À Kinshasa, déjà les juges, les magistrats ne connaissent même pas qu'il existe une loi numéro 14/003. Ils ne le connaissent pas. Mon collègue et moi, Fiston, étions il y a 2 semaines à Matadi. On devait suivre un dossier d'une opération de ceci qui a été faite par les douanes de Matadi. Si vous allez voir le procureur général, l'instructeur du dossier, mais il nous dit des choses, on les regarde. Donc, il n'a même pas connaissance de la loi de 2014. C'est lui qui lui a porté la loi. Ma présentation va porter sur le rôle des organismes internationaux dans la lutte contre la criminalité liée aux espèces sauvages. Avant de commencer, j'aimerais dire pourquoi les ONG. Parce qu'il y a la police, il y a les agents de la douane, il y a les agents qui œuvrent au sein des frontières. Mais pourquoi nous avons
pourquoi les ONG interviennent. C'est généralement parce que les ONG, enfin pas forcément les ONG, mais les organismes internationaux ont une large toile d'araignée. En parlant de toile d'araignée, je fais allusion au carnet d'adresse. Donc, premièrement, pourquoi les organismes internationaux? C'est en raison du large éventail qu'ils ont en termes de contact avec l'extérieur. Alors, pourquoi les organismes internationaux? C'est aussi parce que lorsqu'on parle de criminalité phonique, il y a un très grand réseau qui part du niveau local jusqu'au niveau international et mondial. Pourquoi les organismes internationaux? C'est parce que les organismes internationaux ont plus de ressources généralement que nos propres gouvernements, que nos propres agences étatiques, mais aussi en raison de leur disposition. Ils ont à leur disposition des matériels que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas accès, mais aussi pourquoi les organismes internationaux? C'est parce qu'ils subissent moins de pression et quasiment pas de trafic d'influence. Dans le cadre de mon exposé, je vais devoir présenter un bref contexte et après je reviendrai sur le politique sur la faune, mais aussi les lois, les différentes lois applicables à la faune sauvage en RDC. Alors au niveau du contexte général, ce sont vraiment des notions de rappel qui ont été déjà relevées depuis ce matin, que la perte des espèces entraîne vraiment des conséquences négatives, tant sur le plan écologique, et économique et social. Donc parce que la perte des espèces peut également provoquer justement de la part des États la perte de moyens, par exemple sur le plan touristique, mais aussi sur le plan économique. Alors il aurait fallu attendre vers les années 70 pour que l'homme prenne effectivement conscience qu'il a une part de responsabilité sur la sauvegarde, mais aussi la gestion du patrimoine qui est constitué par cette faune sauvage, mais qui se trouve gravement menacée par beaucoup de facteurs. Nous sommes partis d'un usage de subsistance à l'ère de l'industrialisation où les espèces de faune ont subi des graves pressions, mais aussi des menaces qui proviennent parfois de la pêche, de la chasse, mais aussi des industries de transformation, surtout les industries de transformation. Depuis ce matin, nous avons regardé une vidéo ce matin qui faisait état de comment est-ce que le trafic des écailles de pangolins quitte un village du Nigeria vers la ville, et surtout pour atteindre la Chine, où on a justement besoin de ces écailles-là pour en faire utiliser cela dans la médecine chinoise. Donc vous comprenez que les industries de transformation ont également un grand rôle à jouer dans ces trafics-là. Il y a aussi les documents CITES. Quels sont les documents CITES qui sont utilisés donc dans les commerces? Parce que les commerces, c'est quoi? C'est l'exportation, c'est l'importation, c'est la réexportation. Donc c'est ça ce qui constitue les commerces dans les jargons de la CITES. Le commerce ici, ça ne signifie pas seulement un produit à vendre, donc à des fins principalement commerciales. Donc cette transaction d'exportation et importation, réexportation, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle commerce dans les jargons de la CITES. Donc il existe 4 types de documents CITES. Il y a le permis d'exportation, il y a le permis d'importation, et le permis de réexportation, le certificat d'origine. Comme je l'ai dit en passant, que c'est le document émis à l'exportation des spécimens d'une espèce inscrite à l'annexe 3 par un État n'ayant pas inscrit l'espèce à l'annexe 3
de la CITES. Au terme de la formation, les organisateurs ont procédé à la remise des diplômes aux participants qui sont sortis satisfaits de la formation. C'est na kokolo baki na sepeli nanu makasi pour la organisation oyo ngai en tant que agent oyo asalaka na aéroport et denga makasi na makambo misusu nazaki ko ignorer que naza na droit ya kosala ngo na bandai kosala ngo te nazaki kosala musala air moko bon na koloba 2 poids 2 mesures. Donc denga makasi na yeba lisusu kotala bien biloko tozobimisa na biloko ezokota. Donc denga makasi et bakisi 1+4 nanga en tout cas na pesi ngo merci pe na sengi prochainement ba formation boye foya kapo et réveiller biso. Comme on a José Masaki Tombas, Azali coordonnateur AFSEC et la police sur le terrain. La participation à la formation oyo pesi biso rappeler biso makambo ebele et bakisi biso lisusu makambo ebele par rapport à protection phonique sauvage. Vraiment to apprendre eloko oyo eloko wana ezoleka pe na babisika biso tozali kosala vraiment efungoli biso pe nzela mpo toyebaka kolandelaka pe lisusu koleka un peu avant. Et en plus nandenge mpe baclôture esalami lelo ya badilemme lisusu éthique bato bazosalela makambo olasala mosala malamu mais le but comme c'est mon frère bon on laisse tomber. Donc esi susu biso mayele koleka ke non il faut kosala mosala malamu sans parti pris pour l'intérêt ya mboka soki batindi biso eza poto apprendre quelque chose tokende kosalela sur le terrain. Alors vraiment très ravi de la participation. D'abord commencer par rappeler que cette formation a été organisée dans le contexte du projet intitulé Lutte contre le trafic illicite des espèces sauvages en RDC, qui est un projet qui a le but de pouvoir accroître la capacité des agences qui opèrent en frontière, au niveau des frontières, pour arriver à détecter et surtout à identifier les espèces de faune qui font l'objet d'un trafic illicite. Alors dans le cadre de cette formation, nous avons été amenés à nous entretenir avec les participants sur les questions liées notamment aux lois et aux politiques qui protègent la faune sauvage en RDC. Mais aussi, il a été question de pouvoir doter les agences gouvernementales qui opèrent au niveau des frontières des notions liées aux droits de personnes qui sont arrêtées ou qui sont poursuivies. Donc c'est-à-dire qu'il faut toujours mettre en avant le respect des droits humains, même dans le contexte d'application de la loi. Je pense que chaque jour a valu ces thématiques. Et aujourd'hui, on a exposé sur différentes matières, mais notamment nous sommes attelés sur la manipulation et la gestion des preuves. Je pense que c'était vraiment très important qu'on puisse s'étaler aussi sur cette matière-là parce que les participants, la majorité, ont la qualité d'OPJ. Et en tant qu'OPJ, ils doivent savoir comment gérer des preuves au lieu du crime, qu'on appelle aussi la scène des crimes, et comment les transporter jusqu'au moment de les conserver. Et alors pourquoi? Parce qu'en dernier lieu, ces preuves-là devraient être présentées devant les cours et tribunaux qui vont constituer un moyen de charger des criminels. Et si ces preuves ne sont pas bien conservées, et cela pourra corrompre maintenant la preuve et les dossiers ne sera plus comme cela pouvait être prévu pendant que
on voulait charger les criminels devant les cours et tribunaux. Voilà la raison de cet exposé. Le mot que je peux avoir, c'est que j'ai un sentiment de satisfaction. Si je dois voir comment le projet a commencé, le premier groupe, comme vous avez dit, que nous avons eu à former au mois de décembre, ça c'est le deuxième groupe que nous sommes en train de former sur la même thématique, ou sur les mêmes thématiques, parce qu'il s'agit de deux formations combinées. Je suis satisfait de l'engouement, de l'envie que manifestent ces participants, de savoir et surtout de la qualité des questions que ce staff ou ces agents posent pour approfondir leurs connaissances, l'enthousiasme qui les motive à suivre les formations et cet éveil de conscience qu'ils ont manifesté en suivant les exposés, en suivant les vidéos que nous leur avons montrées, les témoignages que nous avons recueillis, des participants qui nous disent que voilà, à une époque, à une telle date, moi j'ai fait passer tel parce qu'on m'avait dit que c'était tel. Mais en suivant les formations, nous avez montré les techniques de dissimulation, nous avez montré comment est-ce qu'on peut faire du blanchiment d'espèces en mélangeant certaines espèces illégales avec celles dont le commerce illégal. On a compris beaucoup de choses et nous pensons que dans l'avenir, les choses seront faites de façon différente. Moi je suis vraiment satisfait. Je suis satisfait comme je viens de le dire. Il ne nous reste plus qu'à passer à la seconde étape de ce projet parce qu'il ne suffit pas de former, parce que nous voulons aussi appuyer ces agents à mettre en pratique au-delà de ce qu'ils font déjà dans le cadre de leur travail quotidien dans les sites de frontières. Nous voulons aussi appuyer certaines investigations ciblées même en dehors de ces sites, comme par exemple pour l'aéroport de Kinshasa, si on peut avoir des activités, parce que les produits illégaux de la faune qui arrivent à l'aéroport, la chaîne de commercialisation commence en dehors de l'aéroport. Et nous voulons avoir des activités de ciblage, des activités d'investigation qui se reposent sur l'intelligence afin que nous appuyions ces gens à commencer ces investigations en dehors de l'aéroport pour que si jamais il y a des informations qui arrivent au niveau de l'aéroport, que les saisies soient opérées et que l'on arrive vraiment à réduire la capacité des groupes criminels à tirer profit du commerce illégal par le canal de l'aéroport de Njili et du port de Matadi. Signalons que AVF et ses partenaires dont l'ICCN et JUREC comptent former 100 agents travaillant dans les frontières pour réduire sensiblement le trafic des espèces et spécimens sauvages.